Donc, une des références pour les indianistes d'Oxford était l'anthropologue français Louis Dumont, qui, pour moi, était relativement peu connu. Je ne le connaissais que pour avoir écrit l'Homo hierarchicus, donc un des ouvrages des références sur le système des castes, mais en ne lui accordant pas autant d'attention que nous allions lui porter en tant qu'étudiant à Oxford. Alors, il y avait cette tradition à Oxford donc de référence à travers Evans Pritchard, sans doute, de référence à la France. Hein. La France était le producteur de théories. Hein. Donc on allait chercher ces théories en France. Hein. D'abord, je crois qu'on peut dire qu'indirectement, Durkheim était la référence première, un peu d'empirisme, hein, donc considérer les faits sociaux comme des choses, rien que des choses, au fond, choses sur lesquelles je reviens parfois, mais c'était un peu la base même de l'empirisme anthropologique anglo-saxon, donc dans les règles de la méthode sociologique, hein, les textes de Durkheim. Et alors aussi, je crois, l'imagination très grande de Marcel Mauss, hein, le neveu de Durkheim, qui était une référence encore plus grande pour les anthropologues, même si Mauss avait relativement peu écrit sur la méthode, évidemment pas fait de terrain, mais il avait produit des textes exceptionnels qui allaient être fortement débattus en Angleterre, d'autant plus que les Anglais le publièrent sous forme de livre. Par exemple, l'essai sur le don était publié sous forme d'un petit livre. Quelques formes primitives de classification de Durkheim et Mauss étaient aussi publiées en anglais sous forme d'un petit livre, alors qu'en français, c'était noyé dans des collections. Donc, c'était beaucoup plus accessible aux étudiants, beaucoup plus discuté et beaucoup plus influent. Et donc, il y avait une admiration très grande pour Mauss que j'allais très vite... J'avais déjà sans doute partagé avant d'aller à Oxford, mais qui allait sans doute se renforcer encore quand j'étais étudiant là-bas, hein, où il devenait une référence majeure que nous devions lire, les textes sur la prière, sur la nation, sur le sacrifice, bien sûr. L'essai sur le don était plus connu sur le continent, pour reprendre une expression britannique, mais donc je me suis rendu compte de la très très grande, formidable diversité de la pensée de Mauss, hein, sa capacité de produire des synthèses exceptionnelles, de poser des problèmes d'une façon très, très claire. Et donc, c'est devenu sans doute une des références majeures pour nous, comme ce l'était d'ailleurs pour Louis Dumont, Louis Dumont était l'élève de Mauss. Petite anecdote à ce sujet, j'étais beaucoup plus tard ami avec Raymond Boudon, que j'appréciais beaucoup, qui est un sociologue d'une très grande érudition théorique. Et alors, en discutant comme ça, il m'a avoué qu'il n'avait quasiment jamais lu Mauss. Hein, donc c'est un spécialiste de Durkheim certainement et de tous les grands sociologues. Il connaissait très peu Mauss. Hein, donc Mauss qui était malgré tout sociologue aussi d'une certaine façon. Hein, mais donc c'est assez étonnant cette division du travail, si j'ose dire, entre Mauss et Durkheim. Hein, Mauss qui est une personnalité plus proche de la sensibilité des anthropologues, peut-être, hein, toucher des thèmes plus anthropologique aussi, hein, mais sans qu'il y ait d'incompatibilité majeure avec Durkheim, mais tout de même, donc il y avait cette référence. Donc Louis Dumont, une personnalité extraordinaire aussi, parce que d'abord c'est un autodidacte, c'est un homme qui n'avait pas étudié, qui a été prisonnier de guerre, qui a étudié le sanskrit en captivité, je ne sais pas comment c'était possible, mais enfin c'est ce qu'il nous raconte. Et puis qui est parti en Inde et qui a produit un ouvrage, notamment, ça s'appelle Une soukasse de l'Inde du Sud, hein, qui est une enquête de terrain, qui est une des meilleures monographies sur l'Inde rurale, hein, très, 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 très puissante en termes de données empiriques. Et donc, Louis Dumont va, je pense, par la coïncidence, ses références à Mauss, être ami avec Evans Pritchard et donc être admis comme lecturer, donc comme chargé de cours au département d'anthropologie sociale de l'Université d'Oxford. C'est au début des années 50, je crois. Donc après son retour, il était parti en Inde en 48, donc c'est de 52 ou 53, je ne sais. Alors, il se trouvait en Inde, à Oxford à l'époque, aussi M.N. Srinivas, qui est le plus grand anthropologue indien, la référence de l'anthropologie indienne, qui est aussi un homme extraordinaire, avec une qualité
une qualité d'abord littéraire aussi, mais aussi de données de terrain extraordinaire. Il était l'étudiant de Radcliffe Brown à Oxford. Et donc, lui aussi a été pendant 2 ou 3 ans, avant de fonder des instituts en Inde, il a été enseignant à Oxford. Je pense qu'il a dû côtoyer Dumont, ou Dumont a pu être son successeur. Je ne sais si ce sont vraiment vus. Mais enfin, c'était quand même 2 personnalités du monde indien très importantes. Une anecdote à propos de Srinivas, formidable d'ailleurs, qui est typique pour l'anthropologie, qui donne à penser en matière anthropologique, c'est que après avoir mené une étude de terrain importante, il obtient une bourse pour Stanford, je pense, pour pouvoir écrire un ouvrage à Stanford. Il se rend en Californie et est à peine arrivé qu'il dépose ses affaires dans son bureau, que le bâtiment brûle, et donc toutes ces données de terrain brûlent avec. Et donc, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il se dit qu'il va écrire de mémoire. Et donc, il produit un livre qui s'appelle The Remembered Village, hein, donc et qui est sans doute une des plus belles monographies de l'Inde. C'est assez paradoxal. Hein, donc, alors qu'il ne peut plus avoir référence à ses notes, il n'est plus pris par ses notes, il écrit tout de mémoire. Hein, et donc, il écrit une monographie qui est merveilleuse et surtout qui probablement inclut un certain nombre de choses que nous ne mettons pas, c'est-à-dire des choses plus personnelles, des caractères plus vivants, hein, de l'expérience de terrain qui parfois, hein, sont dilués dans trop de scientificité, si je peux me permettre. Et donc, un grand ethnographe, un grand monsieur de l'anthropologie, le père de l'anthropologie indienne de l'Inde, puisqu'après Oxford, il est retourné en Inde et il y a mené une carrière, il est resté toute sa vie, alors qu'il aurait pu bien sûr accéder aux meilleures universités américaines. Hein, il a été une figure marquante de l'anthropologie indienne, relativement différente de celle de Dumont, donc, qui a été plus théorique. Alors celle de Dumont était quand même très très remarquable, parce que Dumont, d'une certaine façon, nous rassurait en tant qu'occidentaux sur le fait que l'Inde l'Inde ancienne, vivait toujours, était toujours là, hein, que les castes étaient toujours l'organisation marquante. Donc l'œuvre de Dumont est totalement insensible aussi à la politique et à l'économique, ou très peu. Hein, elle en reste toujours à l'économie de village traditionnelle dès lors qu'il parle d'économie. Et donc il nous rassure un peu, et c'était un discours qu'on voulait entendre, hein, que les Occidentaux à l'époque voulaient entendre. Hein, c'était un peu les Radio Londres, hein, les Français parlent au français, on parlait de l'Inde entre nous. Hein, et donc il y avait quelque chose de très rassurant aussi, que nous parlons d'un monde qui était un d'abord, qui était donc un peu qui formait une unité, et qu'il y avait une continuité entre la tradition sanskrite et l'Inde contemporaine. Donc là, vous voyez aussi, c'est très apolitique, très antipolitique, très, très fermé au changement. En réalité, aujourd'hui, c'est difficile à soutenir. Enfin, il y a encore quelques-uns qui peuvent soutenir ça aujourd'hui, mais c'est plutôt l'arrière-garde. Hein, c'est pas typique. Mais donc, on était quand même assez réconforté par l'idée que ce monde ancien, d'une Inde pure et magnifique, existait toujours, hein, était toujours là. Donc, nous le paraphrasions plutôt que le critiquer dans une large mesure, hein, même s'il est toujours bien anglais dans un séminaire qui disait que certaines de ces théories, de ces points de vue étaient contredits par certains faits, mais on aimait quand même plutôt d'aller dans son sens, essayer d'en comprendre, de faire son exégèse, en fait. Hein. C'est-à-dire, on était relativement peu critique. Il n'y avait pas une critique radicale, sans doute aux États-Unis un peu. Peut-être aussi les Indiens, mais les Indiens n'avaient pas droit au chapitre à l'époque. Hein. C'était aussi typique, les anthropologues indiens, à part Srinivas et André Béteille, quelques-uns qui étaient formés généralement en Occident, mais les autres n'avaient pas droit au chapitre. Ils n'existaient pas dans l'anthropologie. Hein. C'était un discours, comme je disais, un peu... Hein, Radio Londres, hein, les Français parlent au français, ou les Anglais parlent aux Anglais. On se racontait des histoires entre nous. Hein, on se reconstituait un monde entre nous. Hein, et donc ça, c'était quand même une chose assez importante et je crois qui rend un peu l'œuvre de Dumont plus problématique aujourd'hui. Hein, donc cette insensibilité au changement, alors que l'Inde connaissait déjà des grands changements, mais nous les mettions de côté. Hein, le changement, c'était ce qui arrivait
en fin de livre, hein, c'était ce qu'on regrettait, qu'il y avait une acculturation, enfin le terme horrible, qu'il y avait des choses qui n'étaient plus comme avant et qui étaient fort tristes, hein, ce qui est toujours un petit peu politiquement assez étonnant, hein, d'autant plus qu'il n'y a personne chez nous qui prône un retour à l'âge des cavernes, hein, ou de retrouver dans un monde parfait, traditionnel ici. Hein, on accepte très bien le changement. Mais donc l'anthropologie, c'est quand même toujours cette idée de protection de minorité, je trouve un petit peu sulfureuse quand même, hein, de cette époque. Donc, à côté de Mauss, hein, Dumont, pardon, il y avait Robert Hertz, hein, qui est aussi une personnalité qui mérite d'être nommée. Un Français aussi, je pense, qui a eu énormément d'influence dans le monde anglo-saxon, anglais, en tout cas peut-être moins aux États-Unis, mais en Angleterre, là aussi, La prééminence de la main droite, je pense, était publié aussi sous forme de petits livres extrêmement discutés, comme d'autres textes de Robert Hertz, alors que en français, je pense qu'il était relativement inconnu à l'époque. Hein, c'est un des membres de l'année sociologique, relativement peu discuté. Et donc, c'était un peu toute cette tradition qui était donc originaire de France, qui était retravaillée en Angleterre, qui était très féconde, je trouvais aussi. Et donc, à ce propos, une anecdote intéressante aussi, c'est un des livres publiés à Oxford justement sur Marcel Mauss, où le premier chapitre s'intitule One of Us, hein, c'est un des nôtres. Et pour des Anglais, c'est assez remarquable de dire ça d'un Français. et je crois que c'était lui rendre un hommage, un hommage formidable. Et je crois qu'aussi, peut-être, ça reste une référence importante aujourd'hui. Surtout quelqu'un qui est très fécond et très intéressant à lire pour la manière de poser les problèmes, la clarté de la pensée, la clarté d'exposition, l'intelligence aussi, enfin, et puis cette époque évidemment qui est aujourd'hui dépassée, qui est impossible aujourd'hui, mais lorsque vous travaillez sur la prière ou sur la nation, le sacrifice, vous pouviez lire à peu près tout ce qui était écrit sur le sujet et en faire la synthèse. Ce que Mauss faisait admirablement aujourd'hui, ce n'est plus possible sur rien du tout. Il est tellement écrit que nous avons peut-être plus de mal à prendre ces distances. Mais donc, c'était ces références. Et donc, pour ma part, c'était une référence aussi, ayant étudié les tribus, de savoir si les tribus faisaient partie de l'Inde véritablement, ou bien si elles constituaient un monde à part. Hein. Donc, il y a un débat dans toute l'anthropologie. C'était un débat intéressant parce que ça avait des dimensions politiques importantes qui ont des conséquences aujourd'hui encore. Hein. Donc, il y avait notamment une des figures marquantes qui était originaire d'Oxford aussi, mais de l'anthropologie de l'Inde, était Very Elwin, qui est assez peu connu peut-être ailleurs, mais qui était un prêtre anglican, un pasteur, un prêtre anglican, et qui s'était rendu en Inde, et il avait été gandhien. Il avait amené des activités plutôt anti-britanniques, bien qu'anglais, donc il était formé, c'était le fils d'un évêque de Sierra Leone, formé à Merton College d'Oxford, donc il avait toutes les qualités pour être un bon Britannique. Et donc il se retrouve dans les années 30 dans un monde très anti-britannique en Inde, nationaliste indien. Et les Anglais parviennent à le faire rentrer en Angleterre pour renouveler soi-disant son passeport, mais alors ils ne veulent pas le renouveler parce que pour ses activités politiques. Finalement, grâce à sa famille, il peut retourner en Inde, mais on l'oblige, lui fait prêter serment qu'il ne va plus avoir d'activité politique. Et donc il se retrouve dans les tribus et il va décrire juste l'inverse du monde indien. Et donc il va décrire un monde où on danse, où on boit, où on fait l'amour, un monde donc merveilleux, exotique. À lui-même succombe pas mal à ces choses, semble-t-il. Et il va développer une pensée très très forte en Inde. Il va être naturalisé indien à l'indépendance. Il va aussi être en charge et devenir un peu le ministre, par Nehru va le nommer ministre un peu des tribus et surtout de la région du nord-est, c'est-à-dire la région qui est au-dessus du Bangladesh actuel, hein, qui va jusque la Birmanie, des régions tribales. Et il affirme que donc il faut protéger les tribus du reste de l'Inde, faire des réserves, hein, des choses que vous devez connaître chez vous, et donc aussi donc de préserver des identités et même jusqu'à interdire les anthropologues
les anthropologues, l'étude anthropologique de ces groupes. Et donc, toute la région du Nord-Est est devenue aujourd'hui extrêmement chaude et avec beaucoup de problèmes politiques. On ne peut pas y aller, il y a des visas sont quasiment interdits, il y a pas mal de violence, de rébellions, il y a des mouvements communistes, il y a un peu de tout, une violence, en tout cas une instabilité très très grande dans ces régions, qui est un peu attribuée aussi, je pense que c'est un petit peu excessif, mais quand même, il a participé à cette protection, à cette politique de protection voulue par Elwin, donc qui fait des tribus des gens différents. Donc c'était un peu vrai pour les Bills aussi, donc, sur lesquels je travaille, qui étaient quand même beaucoup moins problématiques. Mais donc c'était une de nos manières donc, d'essayer de poser, de voir quel était comment ces groupes que nous étudions, qui étaient typiques de l'anthropologie, étaient imbriqués dans le monde moderne. Et peut-être par romantisme, par primitivisme, parfois souvent nous espérions les maintenir tels qu'ils étaient ou insister intellectuellement sur leur originalité, davantage que sur leur imbrication dans le monde moderne. Donc j'étais pour ma part quand même toujours un peu tiraillé entre ces deux aspects, sans doute plus prompt à reconnaître la nécessité de changement et de l'historicité, en fait, de l'historicité, que ce sont des groupes qui sont comme nous, qui vivent dans l'histoire, mais en même temps, donc il y a toujours, nous avions en tant qu'Occidentaux, cette admiration pour un monde qui avait chez nous disparu, et donc on se délectait un peu de voir qu'ailleurs il était encore pratiquement peu touché, pratiquement il n'était pas si intact que ça, mais en tout cas nous braquions notre angle et notre image sur ce qui était, on faisait sortir de la photographie tout ce qui pouvait être moderne, de la modernité, pour essayer de donner une image la plus parfaite. Donc c'était un peu aussi typique de cette anthropologie d'Oxford, de donner du monde. C'était la structure sociale qui était un des concepts principaux. La structure sociale, c'est quelque chose qui était stable, qui était fonctionnel, qui fonctionnait. C'était évidemment structuro-fonctionnalisme aussi, même si on avait dépassé un peu le fonctionnalisme pur et dur, mais on était quand même toujours marqué par cela. C'était aussi donc décrire des mondes stables, en réalité, des mondes qui étaient pérennes, qui étaient traditionnels. C'était la continuité. Et donc, du monde nous amenait à penser que l'Inde faisait partie de cela. Et donc, nous n'avions pas d'intérêt pour le monde urbain, pour le changement social, même pour la pauvreté, bien que j'allais y être confronté très largement. Mais donc, nous étions plutôt donc, sur des questions qui touchaient la caste, évidemment, qui était le point principal. Et aussi sur cette continuité. C'était un peu bizarre, d'ailleurs, quand l'anthropologie indienne vient à exister, elle se pose un peu comme en continuité avec le sanskrit, avec les études sanskrites. Elle n'ose pas s'y opposer, dire que, par exemple, la religion telle qu'elle se vit est quand même très différente de celle qu'on lit dans des textes qui ont 2-3 000 ans. Qu'il y a ou que les relations que l'on vit sont très différentes de celles qu'il y a pu avoir dans le passé. Donc on essaye d'un peu d'aller dans le sens, on admire les grands sanskritistes, et on n'ose pas s'y opposer de front, et donc on a un peu eu tendance à vouloir aller dans le même sens, de les caresser dans le sens du poil, d'une certaine façon, de montrer que les sociétés, finalement, l'Inde est toujours ce qu'elle a été. Alors c'est formidable, parce que je pense que c'est un grand problème pour l'anthropologie, que ça a été un grand problème, c'est-à-dire qu'on était peu crédible pour les indigènes, les autochtones d'abord, puisque nous répétions que c'était des primitifs, en gros, et qu'ils avaient intérêt à le rester pour mériter notre admiration, et en même temps, donc, on était insensible aux transformations, alors que les Indiens eux-mêmes étaient préoccupés par le changement social. C'était les sociologues indiens étaient grandement préoccupés par cela, écrivaient tous des livres sur le changement et des thèses sur le changement social en Inde. Ils n'avaient pas toujours raison, mais en tout cas, je pense qu'ils percevaient mieux cette historicité de l'Inde, qui était d'une façon, je crois, assez intéressante. Je pense qu'ils avaient apporté. Donc ça a changé, évidemment, pour le mieux aujourd'hui, où nous n'avons plus un objet qui est muet. Nous avons un objet qui parle. Tout d'un coup, nos informateurs se mettent à donner leur avis d'une certaine façon. Et cet avis
nous contredit parfois. Je pense que c'est aussi une chose qui est nettement favorable à l'anthropologie, même si ça a perturbé grandement et ça rend peu crédible une partie de, de l'anthropologie. Je prends par exemple, quand même, si on lit les textes sur l'annuaire de Evans Pritchard, c'est quand même formidable de voir qu'il n'y a rien sur le catholicisme. Il n'y a pas, rien sur les rébellions, sinon sur les rébellions à l'intérieur, la structure sociale qui change, mais sur les rapports à Khartoum et aux musulmans, sur les guerres qu'il y avait. Enfin, on est quand même dans un monde un peu parfait, qui est quand même coupé des réalités, alors que c'est le monde qui est aujourd'hui, donc le Sud-Soudan aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes. Quand ce sont des sociologues qui en parlent, ou les spécialistes du développement, ils n'en parlent pas de la même façon que nous. Et j'ai souvent l'impression que notre façon, enfin celle du monde où j'ai été en tout cas instruit, est un peu dépassée, fortement dépassée. On était un petit peu en marge de ce qui est posé un certain nombre de questions. Voilà donc, je pense pour cette formation, qui donc, je me suis retrouvé donc après 1 an et demi à déposer ma thèse, une thèse donc, qui faisait 200 ou 250 pages à l'époque, puisque c'était une thèse de 3e cycle, c'était 80 000 mots, je crois, 100 000 mots, je ne sais plus, 100 000 mots, je pense, oui. Donc, soit dit en passant, ce qui est la limite aujourd'hui des thèses de doctorat anglaises. Donc, c'était la première thèse, alors qu'elle faisait 250 000 pour un doctorat à l'époque. Aujourd'hui, donc, en Angleterre, le doctorat ne peut plus dépasser 100 000, si je me souviens bien. En tout cas, il y a une limite assez contraignante, et assez limitée, assez faible aussi. Donc plus question de grandes thèses de 3e cycle et des grandes thèses d'État, où on écrivait 600 et 700 pages. C'est impensable aujourd'hui. Donc passer un examen oral qui était aussi assez agréable. Alors, peut-être une chose particulière d'Oxford aussi, que je trouve fort intéressant, c'est que le directeur de thèse ne fait pas partie du jury. Donc on est confronté à un membre du jury interne et un externe, et donc qui ne vous connaissent que peu. C'est fort intéressant aussi. Et donc aussi, la réussite n'était pas assurée du tout. Donc c'était aussi un peu, je n'ai pas beaucoup de crainte pour ma part, mais donc dans un certain nombre de cas, ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. On a des possibilités, ce qu'on n'a pas chez nous, puisqu'on ne laisse pas imprimer, on ne laisse pas aller au casse-pipe si l'issue n'est pas plus ou moins entendue. Donc c'était un peu angoissant de ce point de vue-là. Alors j'avais à peine soutenu que je suis parti en Inde, donc pour des raisons précises, et je devais forcément pour ma part partir 2 ans, parce que en Belgique nous devions faire notre service militaire, et celui-ci donc était de 10 mois je crois à l'époque, mais on pouvait le remplacer par qu'on appelle la coopération au développement, partir 2 ans dans un pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde. Et donc l'Inde en faisait partie, donc j'avais choisi l'Inde, et donc j'avais essayé de trouver un endroit pour enseigner, et avoir un papier signé que j'avais enseigné pendant 2 ans, et donc que j'avais coopéré au développement, à la grandeur et à la richesse de l'Inde. Et donc c'était contraignant, enfin, un peu comme... mais ce qui était intéressant, tout en étant évidemment exigeant, c'est que j'étais obligé de partir 2 ans, de quitter le pays pour 2 ans. Je crois que je n'avais même pas le droit de revenir, donc je devais rester 2 années à l'étranger. Donc je trouve à l'université du Kerala, dans un collège de jésuites, un département sciences sociales qui veut m'accueillir pour donner des cours. Et donc je me retrouve au Kerala, dans une région extrêmement belle, à Trivandrum, une région formidable, un État extraordinaire aussi. Là, dans la réalité vraie, c'est un État communiste où il y a, c'est un des États, premier État qui vote pour un gouvernement communiste en 1958. Donc des communistes qui arrivent à pouvoir, c'est pas un vrai pays, c'est un État, mais en fait quand même plusieurs dizaines de millions de personnes. Et donc depuis lors, le mouvement communiste était très fort. C'est un État chrétien aussi, c'est paradoxalement, beaucoup de chrétiens. Un État aussi très alphabétisé, avec un niveau de santé aussi bien supérieur au reste de l'Inde. Alors c'est une forêt de cocotiers, et donc il y a des cocotiers il n'y a pas de village, toutes les maisons sont dispersées sur une bande, c'est un territoire, une bande
côtière de 500 km de hauteur, donc un peu comme le Chili à l'Amérique latine, d'une certaine façon. Il tient un peu la même place dans l'Inde, hein, c'est assez étroit, une bande assez étroite d'une 120-130 km sans doute, protégée par des montagnes, par un climat particulier, mousson. Très très belle région, magnifique, un climat un peu difficile. Et donc je me retrouve à enseigner en Inde, j'étais très jeune. Et, euh, et donc, ça a été une expérience fort intéressante, même si je ne parviens pas à organiser le moindre travail de terrain. J'ai nous des relations intéressantes, mais très distantes. Les étudiants m'invitent chez eux dans des régions très belles du Kerala. Que des bonnes relations, mais très distantes, hein. C'est-à-dire que je suis considéré un peu comme quelqu'un d'important ou de différent en tout cas, hein, et donc pas de relation humaine détendue, disons. C'était un peu difficile d'ailleurs de ce point de vue, mais donc aussi difficile d'organiser un vrai travail de terrain. Et pendant, j'y suis resté une année et je ne vraiment pété nulle part dans. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup observé, j'ai noté énormément de choses. Je connaissais bien l'histoire et toutes les castes locales, un certain nombre de choses, parce que j'avais à peu près lu tout ce qu'il y avait en anthropologie d'important sur le Kerala, mais rien donc de concret n'avait pu être organisé. Donc c'était très très difficile. Et je ne voyais pas comment j'aurais pu y arriver, hein. Donc, les gens ne voyaient pas très bien ce que je voulais faire. J'avais parlé d'étudier des gens qui grimpaient aux cocotiers, donc sur une caste qui était spécialisée. Ça me paraissait un bon sujet. Alors, ils se demandaient mais pourquoi étudier des gens pareils qui sont notoires. Ils sont de notoriété publique, connus pour être des ignorants formidables, des gens qui savent rien. Et pourquoi étudier des gens qui ne savent rien? Et donc c'était un peu ridicule, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, hein. Ça fait un peu, ça faisait pour eux très exotique de vouloir s'intéresser à des gens qui sont illettrés, qui sont analphabètes, qui sont pas cultivés, qui connaissent rien à rien, qui luttent juste pour nouer les deux bouts, hein, et encore qui arrivent très mal. Donc en fait ça a été considéré comme étant assez peu crédible, et donc je n'y suis vraiment pas arrivé. Et donc j'ai dû attendre l'aide d'amis, donc la plainte à des amis jésuites qui comprenaient un peu ce que je voulais faire. Et donc l'un d'entre eux m'a proposé d'organiser quelque chose dans l'État voisin du Tamil Nadu, qui est un État très très différent. Et donc il me proposait de combiner mon enseignement obligatoire pour le service militaire, de le concentrer en quelques semaines dans un séminaire de jésuites et de prêtres diocésains. Donc je donnais quelques cours, mais une fois j'ai eu la grippe. D'ailleurs, un jour j'ai eu la grippe et je n'ai même pas pu donner les cours que j'étais supposé donner pour remplir mes obligations militaires. et mais donc j'étais absolument très libre là, et j'ai commencé à travailler avec un jeune. Il m'avait alloué un jeune homme qui était sans emploi, et qui était quelqu'un de très fiable, et donc pour m'accompagner dans ces premières recherches. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à 500 km plus loin, dans une région extrêmement sèche, austère, éloignée, hein, du Tamil Nadu, un État aussi formidable que le Kerala, quoique très, très différent.